Le M23. Pendant longtemps, on a perçu ce groupe rebelle comme une force redoutable, presque inarrêtable. Mais voilà que la crise la plus grave ne vient pas de l'ennemi, pas du tout. Elle vient de l'intérieur. Alors que l'armée congolaise avance sur le terrain, c'est en fait une véritable implosion qui menace de tout balayer. Cette phrase, elle est percutante. Elle résume parfaitement la situation actuelle. Alors plongeons ensemble dans les coulisses de ce drame. Un drame où l'ambition, les rivalités, la peur et les soupçons de trahison sont devenus, bien plus destructeurs que les combats eux-mêmes. Pour le M23, c'est ça le grand changement. L'ennemi n'est plus seulement de l'autre côté de la ligne de front. Non, il est désormais au cœur même du mouvement, dans les rangs du commandement, et il est en train de ronger l'organisation d'intérieur. Et là, c'est le coup de tonnerre. Le chef du mouvement, Sultani Makenga en personne, qui se retourne contre ses propres hommes. C'est un acte absolument majeur. En essayant de rétablir son autorité, il révèle au grand jour une fissure béante au sommet. Et attention, on ne parle pas de n'importe qui. Ces hommes étaient considérés comme des piliers, des fidèles parmi les fidèles. Les accusés de trahison, c'est quelque chose qui a provoqué une onde de choc terrible et qui a installé une atmosphère de méfiance totale. En réalité, ces arrestations, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Elles mettent en lumière une division qui existait depuis longtemps au sein du M23. D'un côté, on a une faction qui veut négocier une sortie politique, et de l'autre, les partisans de la ligne dure qui, semble-t-il, sont poussés par Kigali pour continuer le combat. Forcément, cette coalition d'intérêts divergents est en train d'exploser. Et les conséquences sur le moral des troupes, elles sont dévastatrices. La suspicion est devenue la norme. Des combattants, qui sont épuisés, commencent à avoir plus peur de leurs propres supérieurs que de l'armée en face. C'est une paranoïa qui paralyse tout le mouvement. Ok, donc on a cette décomposition interne. Mais ce n'est pas tout. Pendant que le M23 se déchire, il y a une pression militaire extérieure qui s'accentue et qui, pour la première fois depuis longtemps, s'avère très, très efficace. On voit que le gouvernement congolais a changé de méthode. Il n'est plus dans la réaction. Il est passé à l'action, avec une approche sur 3 fronts, frapper fort sur le terrain, isoler grâce à la technologie et diviser les esprits. C'est une stratégie complète qui porte ses fruits. Et l'arrivée de ces drones de combat, ça a complètement changé la donne sur le terrain. Ils apportent un avantage décisif, pas seulement par des frappes précises, mais aussi parce qu'ils sèment la panique. Pour les rebelles, il n'y a plus aucun endroit où se cacher, même la nuit. Et voilà le point crucial. La stratégie de l'armée congolaise ne fait pas que combattre le M23. Elle l'exploite et elle aggrave les fissures qui sont déjà là. Là où la force brute ne suffisait pas, la paranoïa et les rivalités internes sont en train de faire le travail. Maintenant, allons encore plus loin. Parce qu'au-delà de cette implosion spectaculaire, les sources de cette analyse soulèvent une question beaucoup plus fondamentale sur la nature même du M23. Cette question nous amène au cœur du problème. Et si tout ça n'était pas un simple conflit interne, mais plutôt un schéma qui se répète inlassablement depuis plus de 20 ans. Quand on regarde la chronologie, un modèle apparaît clairement. Les noms changent, CNDP, M23, mais les visages à la tête de ces mouvements, eux, ont tous des liens directs et très forts avec le Rwanda. C'est une continuité qui est pour le moins troublante. Et ce tableau le confirme de manière frappante. La structure, le soutien logistique, les objectifs économiques, tout est identique. Les munitions retrouvées sur le terrain, les communications interceptées, tout semble pointer vers une seule et même source. Le M23 ne serait finalement qu'une nouvelle étiquette pour une opération qui, elle, ne change pas. Et voici le concept stratégique qui serait à l'œuvre. L'occupation indirecte. On crée une rébellion pour donner l'illusion d'un conflit local tout en tirant les ficelles en coulisses. C'est une façon de faire la guerre sans jamais avoir à en assumer la responsabilité politique. On arrive donc à la conclusion de cette analyse. La bataille qui se joue en ce moment, ce n'est plus seulement une bataille pour du territoire. C'est devenu une bataille pour la vérité. Pour le gouvernement congolais, il ne s'agit plus simplement de combattre un groupe rebelle. L'objectif est maintenant de l'exposer aux yeux du monde comme ce qu'il serait, un instrument d'ingérence étrangère. La bataille est devenue sémantique, politique, autant que militaire. Et voici une perspective fascinante. Et si même ce chaos interne était en fait une preuve de contrôle externe ? Si Kigali était en train de tenter de reprendre en main un outil qui commence à lui échapper, quand un chef de proxy ne suit plus la ligne, on le remplace. Et ça, Makenga le sait très bien. Tout porte à croire qu'on est à un tournant majeur. La combinaison de la pression militaire extérieure et de cet effondrement moral à l'intérieur, c'est un cocktail qui s'avère souvent fatal. Et c'est peut-être ça la leçon finale de toute cette histoire.
La défaite ultime du M23 pourrait ne pas venir des drones, ni même des offensives au sol. Elle pourrait venir de l'intérieur même du mouvement. Quand la loyauté s'effrite et que la cause commune disparaît, l'effondrement n'est plus qu'une question de temps.